Bonjour à toutes et à tous. Je refais cette petite vidéo parce que plus tôt dans la journée j'avais fait une vidéo, mais elle est trop longue et puis à un moment donné où je partais un petit peu dans tous les sens. Donc je vais essayer de me reconcentrer sur ce dont je voulais vous parler, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Est-ce que c'est le chaos? Est-ce que c'est l'apocalypse? Est-ce que ça y est, tout le monde a perdu son boulot? À vrai dire, non, pas vraiment. Enfin, si, un petit peu. C'est sûr que les fonctionnaires de l'État fédéral, aujourd'hui, ne sont pas très tranquilles. Parce que demain, ça peut être leur administration qui peut passer à la trappe. Et d'ailleurs, j'ai envie de dire, il y a la Cour des comptes en France qui apparemment a tiré la sonnette d'alarme. On vous annonce que pour le budget 2026, il va falloir trouver 40 milliards, je crois. 40 milliards d'économies à faire. Évidemment, le ministre de l'économie en France vous a dit non, mais c'est bon, on va pas créer d'impôts supplémentaires. Le nombre de fois on a entendu ça, et puis finalement, tout d'un coup, paf, ils vous pondent une nouvelle taxe ou ils augmentent la TVA sur certains produits, etc. Ça, aux États-Unis, c'est du domaine de l'État. Ce sont les États qui établissent la fiscalité sur tel ou tel produit, etc. Alors, il y a une fiscalité fédérale, évidemment. Et cette fiscalité fédérale, aujourd'hui, c'est Donald Trump qui fait un petit peu le provocateur. Mais est-ce qu'il y a des conséquences actuellement? Alors, sur le plan de la consommation, on a subi, dans la période post-Covid, une inflation, en effet, qui, sur certains produits, très clairement, on s'est rendu compte qu'il y a quand même une différence entre ce qu'on consommait avant. C'est-à-dire que là où vous preniez toujours les mêmes produits, ça vous coûtait $60, maintenant ça vous coûte à peu près $140. C'est-à-dire qu'on a des produits, oui, qui sont passés du simple au double. Un paquet de chips, je vous l'avais dit, un paquet de chips, avant 2019, non, avant 2018, ça a commencé un peu en 2018. 2018, avant 2018, c'était $1,50. Bah là, on est à $2,30, $2,50. C'est-à-dire que ça a pris $1 dans la tronche. L'essence, évidemment, pareil, l'essence, ça dépend des États, puisque les taxes sur l'essence sont différentes d'un État à un autre. Néanmoins, nous, ici, en Caroline du Nord, quand je suis arrivé, c'était $1,90 en moyenne. Là, on est un petit peu à 2,80, mais de temps en temps, ça remonte à 2,90, 3, 3,5, 3,10. On a eu un pic il y a 2 ans à $4,10. Donc vous comprenez que niveau budget, si les salaires ne suivent pas, eh bien évidemment, il y a beaucoup d'Américains qui ont été retirés du marché du travail parce que malheureusement n'ont plus les moyens de mettre de l'essence dans leur voiture. Parce que c'est trop cher. Qui plus est, en plus, les voitures. Là où avant, vous pouviez acheter une voiture sans faire d'excès, vous pouviez avoir une voiture pour 15 000, 16 000, 17 000 $. Aujourd'hui, vous n'en avez pas à moins de 20 000 $. Donc, alors, il y a certains secteurs, en effet, il y a eu des réajustements. Mais dans les métiers des corporates, services, prestations, restauration, etc., ça leur fait mal au cul. Parce qu'il y en a certains qui ont été obligés d'augmenter les salaires, parce qu'ils ne trouvaient plus personne. Logique. Parce qu'à force de pousser les gens vers l'extérieur, quand tu n'as pas les moyens de vivre à côté d'un centre-ville, les gens qui viennent faire ton ménage dans les hôtels, ou qui viennent jouer les cuistots, les serveurs, etc., ils n'ont pas les moyens de vivre dans les centres-villes ou dans les proximités centre-ville. Ils habitent généralement à plus de 5, 10, voire 15 ou 20 miles de leur lieu de travail. Donc s'il y a des transports en commun, ce qui n'est pas forcément très développé aux États-Unis en certaines villes, vous êtes obligé d'avoir une voiture. Alors si vous n'avez plus les moyens d'acheter une voiture, vous n'avez plus qu'à acheter une voiture d'occasion,
voiture qui va vous coûter 1000, 2000, 3000 dollars ou 500 dollars. Sauf que bon, évidemment, c'est des voitures d'occasion qui ont déjà 200, 300 ou 400 000 km au compteur et qui, dans les 3 mois, vont forcément tomber en panne. Et comme c'est des pannes qui coûtent cher à réparer, eh ben, on préfère abandonner la voiture sur le bas-côté de la route. Donc oui, il y a certains phénomènes qui ont été accentués, mais on n'est pas encore arrivé à un point il y a encore des États où il fait bon vivre, où le coût de la vie n'est pas excessif, où les salaires sont relativement raisonnables, voire raisonnés. Mais très clairement, oui, dans les grandes métropoles, là par contre, c'est l'apocalypse, oui. C'est-à-dire que autant les gens qui ont compris qu'ils ne pourront pas continuer à vivre dans ces grandes villes, etc., parce que les salaires ne suivent pas, et le coût de la vie augmente, et puis même l'art de vivre devient exécrable, bah, vous avez de plus en plus d'exodes. En Californie, la Californie par exemple, vous avez beaucoup d'Américains de la petite classe moyenne qui fuient, et qui se font remplacer d'ailleurs par des Mexicains. Parce que les Mexicains, eux, quand ils achètent une maison, c'est pas pour y vivre en couple, c'est pour y vivre avec toute la famille. C'est-à-dire que vous avez des fois les 4 gamins, les grands-parents, les parents, tout le monde travaille. Donc évidemment, s'ils gagnent 1500, 1800, 2000 dollars par mois chacun, bah, ils arrivent à avoir un revenu suffisant pour avoir une maison, pour pouvoir vivre plus ou moins correctement, quitte même se permettre de temps en temps de rentrer au pays pour aller voir la famille, etc. Mais encore une fois, c'est un art de vivre, comme on connaît dans le sud de l'Europe, c'est-à-dire que bah, vous avez souvent les enfants qui continuent à vivre chez les parents, les grands-parents qui habitent, enfin voilà, vous voyez. Donc voilà, chez les hispaniques, c'est quelque chose qu'on retrouve assez régulièrement. Donc c'est pour ça qu'ils ont une certaine facilité à pouvoir rester dans des lieux où plutôt les Américains blancs ne peuvent plus rester, quoi. Mais pour l'instant, ça va. On n'est pas encore à l'article de la mort. Je pense qu'il y a beaucoup d'Américains qui ont voté Donald Trump qui savent qu'il va falloir attendre un an avant de juger, avant de jauger, avant d'avoir des résultats. Le seul problème, c'est qu'évidemment, vu qu'il change d'avis comme de chemise, mais encore une fois, il a une politique agressive, mais il réajuste ces politiques-là, par exemple. On l'a vu, il a monté à 123 ou 150% les frais de douane pour la Chine. Bon, il s'est rendu compte qu'il y avait quand même pas mal d'entreprises américaines qui dépendaient des produits électroniques. Donc voilà, exemption sur les produits électroniques. Là, en effet, vous commencez à vous poser la question, mais est-ce qu'il est bien entouré, Donald Trump? Parce que si ça fait comme en 2016, où il est entouré par des glandus qui font des conneries, mais encore une fois, pour l'instant, on ne peut pas juger des conséquences de sa politique sur les frais douaniers. Mais très clairement, oui, il veut obliger les entreprises américaines à relocaliser. Ça, c'est clair. Bon, après, vous avez des entreprises qui, évidemment, accusent le coût de leurs consommables, souvent Made in China, Made in India. Mais bon, ils compensent, ils réajustent. Malheureusement, certains augmentent les prix. Ça, malheureusement, surtout dans les restaurants, par exemple. Dans les restaurants, avant, vous aviez des restaurants, vous aviez certains plats, vous pouviez manger pour 10-15 dollars, convenablement. Le plus symbolique, par exemple, c'est les fameux Chinese buffets. Les Chinese buffets, vous pouviez bouffer pour... la dernière fois que j'y suis allé, c'était 11 dollars. Boisson incluse. Bon, là, là, ils atteignent bientôt les 15 dollars. Donc, des restaurants comme ça, très populaires, qui attirent évidemment une clientèle pas forcément aisée, voire même qui fait attention. Et bien, cette clientèle qui fait attention, qui y allait peut-être une fois par semaine, eh bien là, elle n'y va plus qu'une fois ou 2 fois par mois. Donc évidemment, les chiffres d'affaires s'en ressentent. Mais
j'ai envie de dire, vous savez, aux États-Unis, on est dans une situation de climat de compétitivité dans l'absolu. Hein. C'est-à-dire que des Chinese buffets, par exemple, vous pouvez en trouver 3, 4 dans un rayon de 2 ou 3 km². Hein, c'est comme les grands malls. Hein. Les malls, là, pareil. Hein, mais les malls, ça fait depuis une dizaine d'années maintenant qu'à cause de l'e-commerce, eux aussi, ils essaient de trouver des solutions pour ne pas perdre de l'argent. Sauf que, malheureusement, vu le niveau des loyers, il n'y a que les grandes enseignes, les grands organismes corporatistes qui ont les moyens de s'installer dans les malls aujourd'hui. Ouais, sauf que le problème, c'est quand vous allez dans un mall et puis vous allez dans un autre mall, il y a à peu près 70%, 80% des enseignes, c'est les mêmes. Il n'y a pas de diversité. Alors, il y a quelques boutiques indépendantes, mais c'est limite des boutiques éphémères. C'est-à-dire que c'est souvent des boutiques pour écouler des stocks, etc. Alors ça, par contre, il y en a plein aux États-Unis, hein, des gens qui louent en fait des locaux commerciaux pour liquider en fait des fins de série de marchandises, etc. Et c'est là d'ailleurs vous pouvez avoir des produits pas chers, genre des télévisions. Alors aujourd'hui, quand vous achetez une télévision, par exemple, obligatoirement c'est des 4K. Il n'y a plus rien. Tout est 4K. Donc toutes les télés qui ne sont pas 4K, aujourd'hui vous les retrouvez sur les marchés parallèles. Vous pouvez en avoir une pour $50 ou $100. Puis des grands écrans, hein, des 60 pouces, 70 pouces, 80 pouces, 90 pouces. Hein, Par contre, tout est payé en espèces. Vous ne pouvez pas payer par carte. Logique, évidemment. Donc il y a toujours un commerce parallèle qui existe aux États-Unis, qui est toléré, parce que ça fait tourner quand même le business. Donc les autorités ne sont pas trop regardantes sur ces marchés au noir parallèles, parce que finalement ça permet à des grandes entreprises, des grands réseaux de distribution, de trouver des acquéreurs sur des fins de série pour liquider des stocks, etc. Donc si vous voulez, ça limite c'est gagnant-gagnant. Donc les autorités ne sont pas trop regardantes sur ce genre de choses. À partir du moment où ceux qui gagnent de l'argent là-dessus finissent quand même par payer quand même des impôts. Alors évidemment ils ne payent pas peut-être toute l'intégralité de ce qu'ils gagnent, mais au moins ils font l'effort quand même de payer des impôts. Donc c'est vrai que dans une société d'hyperconsommation, on sent bien que les Américains se sont un petit peu calmés quand même. Mais c'était bien avant la Covid, hein, à partir de 2016-2017, où on sentait que le système commençait un petit peu à bloquer, hein, à coincer. Hein. Souvenez-vous, ces fameuses photos du port de Los Angeles avec un embouteillage de porte-conteneurs. Oui, parce que on inondait le marché américain de produits asiatiques, parce que c'est des produits qu'on pouvait vendre pas cher. Donc, ce qui fait que, par exemple, si vous allez dans un Walmart, vous allez payer votre Coca de 2,50, mais par contre, si vous allez dans un Dollar Tree, vous allez l'avoir à $1. C'est la même bouteille, hein, fabriquée au même endroit. Bon, par contre, les trucs à $1, vous avez peut-être des produits que vous allez acheter à $1, alors que chez Walmart, c'est 50 cents ou 60 cents. Voilà, donc c'est comme ça qu'ils récupèrent un petit peu de la marge. Donc évidemment, tous ces magasins, Dollar Tree, Dollar Général, les trucs discount, là, oui, eux, tout ce qui est outlet aussi, hein, vous savez, les outlets, vous en avez maintenant en France, hein, c'est ces centres commerciaux avec des enseignes, mais qui ne vendent que des fins de série, hein, des fins de stock, etc. Donc évidemment, c'est moins cher. Donc ça, pareil, aux États-Unis, je peux vous dire que le samedi après-midi, ou même le dimanche après-midi, c'est même pas la peine d'y aller, parce que c'est de véritables embouteillages pour y accéder. Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui peut être symptomatique des premières conséquences de la politique de Trump, ou voire du déclin du système ultralibéral mondialiste? Alors il y a peut-être des États, oui, où ça se voit, mais ça se voit depuis très longtemps. Je pense par exemple à la Virginie occidentale, qui est un État qui se trouve à l'ouest de la Virginie,
pour ça qu'on l'appelle West Virginia, qui se trouve majoritairement dans les Appalaches. C'était un État qui était quand même très industrialisé. Donc le jour où on a commencé à délocaliser, évidemment, il y a des villes qui sont tombées très rapidement en ruine. Il y a des villes qui sont tellement rapidement tombées en ruine que même des magasins Walmart, par exemple, ont déménagé. Ils ont fermé leurs magasins parce qu'ils ne font pas suffisamment de chiffres. Parce qu'il y a un tel niveau de pauvreté dans ces villes que... allez sur YouTube, regardez, tapez West Virginia ou... puis vous verrez, il y a pas mal de vidéos justement de gens qui font de l'urbex ou qui qui visitent un peu toutes ces villes et qui vont aussi en Virginie, Pennsylvanie aussi, dans la ruralité de la Pennsylvanie, c'est une catastrophe. Mais voilà, ça c'est déjà des conséquences qui durent depuis une vingtaine d'années. Parce que justement à cause de ces entreprises qui ont fini par délocaliser. Donc c'est pour ça que Donald Trump aujourd'hui veut essayer de pousser les entreprises à revenir aux États-Unis. Alors, ça ne va pas être simple. Parce que même si c'est peut-être vrai sur le papier, c'est pas forcément vrai en réalité. Donc pour l'instant, c'est un peu tôt. On accuse Trump d'avoir fait un délit d'initié, c'est-à-dire d'avoir provoqué une chute des bourses et puis tout d'un coup d'avoir, avec une annonce de suspension de 90 jours des frais de douane, par exemple pour l'Europe, pousser le marché à revenir à la hausse. Oui, sans doute, pourquoi pas. Il est le président des États-Unis d'Amérique, donc à la limite il fait ce qu'il veut. Donc tout de suite, évidemment, il y en a certains qui vous disent oui, délit d'initié, blablabla. Donc voilà, je vous rassure, aux États-Unis pour l'instant, on vit. Alors, on fait attention, on ne dépense pas plus que de raisonnable, pour ma part, même si aujourd'hui, dans la classe moyenne, classe ouvrière, populeux, etc., bon, ils consomment toujours autant, des conneries, mais encore une fois, je vous le dis, parce que c'est des gens qui ont souvent 2 boulots et qui font des petites magouilles à droite à gauche, qui font des travaux de mécanique, de restauration, de charpenterie, d'électrique. Moi, par exemple, j'ai un plombier qui est un Mexicain. Il est pas cher. Évidemment, on le paye en espèces et il fait du bon boulot. Jamais il fait meilleur boulot que la société corporate qui, elle, va te facturer $260 pour le même boulot. Donc oui, il y a un petit commerce. Je vous laisse là parce que je commence à disparaître de par la nuit qui tombe. Et nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Suivez l'actualité parce que il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et d'ailleurs, à mettre en corrélation avec le grand reset. Gardez ça à l'esprit, le grand reset. Bougez du mieux.